4e jour des consultations politiques initiées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour former l'Union sacrée de la nation. Des Congolais se bousculent au portillon du palais de la nation pour prendre place et échanger avec le garant de la nation. Un match de football qui se joue la nuit doit avoir un éclairage conséquent. Est-ce que le stade de Martyrs est en mesure d'offrir des conditions idéales? La Société nationale d'électricité rassure les amateurs du ballon rond. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Les consultations nationales de ce vendredi ont débuté avec les gouverneurs de province. Ces derniers ont fait savoir qu'ils ont le même entendement que le chef de l'État dans la démarche de l'Union sacrée de la nation. Nous avons le même entendement de la démarche concernant l'Union sacrée de la nation, s'est réjoui le porte-parole du gouverneur à l'issue des échanges ce vendredi 13 novembre 2020 au Palais de la Nation avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans le cadre de consultations nationales. Tous, ou presque, ont répondu à l'invitation leur adressée par le président de la République. Seules les provinces de Olomami et du Kasaï central ont été représentés respectivement par les vice-gouverneurs et les ministres de l'Intérieur. La séance a débuté par un exposé du chef de l'État à travers lequel il a exposé le contexte politique et en motivé la tenue de ces assises. S'exprimant devant la presse au nom de tous les gouverneurs, Richard Mouyej-Manguez, gouverneur de Lualaba, a indiqué avoir parlé de manière claire et transparente. Et nous sommes heureux de constater que nous avons le même entendement de la démarche concernant l'Union sacrée de la nation. Il s'agit pour nous d'un nouvel élan pour le renforcement de la cohésion nationale, de manière à réduire le risque des chocs politiques. Mais nous sommes aussi d'accord qu'il ne s'agit pas d'une stratégie pour consolider un camp contre un autre ou un camp pour minorer un autre. Nous voudrions que tout ce qui sortira de ces consultations privilégie le bien-être de notre peuple, la paix, l'unité, et que nous puissions ensemble, en regardant dans la même direction, soutenir l'élan de développement. Reçu également ce vendredi, ces représentants des chefs coutumiers ont encouragé le chef de l'État dans sa démarche et lui ont prodigué quelques conseils de coutumiers. Nous lui avons encouragé de persévérer dans les consultations, de continuer à s'ouvrir davantage, sans oublier bien sûr ses anciens partenaires, car il ne faut plus y revenir encore, il faut aller de l'avant pour le développement. Et aussi on a apporté nos conseils sages, afin de soutenir la calmie, la paix, l'insécurité, que nous connaissons, que ça puisse tout se calmer, afin d'aller de l'avant. Le sourire, comme avec le gouverneur de province, a caractérisé le climat de ces différents échanges. Les consultations, la diaspora congolaise n'est pas en reste. Des hommes d'église venus de l'Europe ont été reçus par le président de la République. Ils ont apporté leur contribution pour la création de l'Union sacrée de la nation. Jean-Pierre Kibambeso-Moïsa, au reportage. La diaspora congolaise a été représentée aux consultations initiées par le chef de l'État, notamment par les hommes d'église des communautés venues de la France et d'Angleterre. Le président de la République a été réceptif à leur mémorandum, ont-ils déclaré, avant d'appeler le peuple congolais à prier pour le chef de l'État et à les soutenir dans sa lourde et noble mission à la tête du pays. Nous avons apporté nos réflexions et nous avons soumis au chef de l'État. Il a été très réceptif et je pense qu'avec la volonté de Dieu, le peuple congolais va être béni en voyant des changements dans ces pays. Et nous demandons à tous les Congolais de prier pour le chef de l'État afin qu'il puisse faire ce qu'il a en tête depuis le début. Nous les soutenons et nous demandons au peuple congolais de les soutenir. Les membres de l'Union de la diaspora congolaise se sont aussi entretenus avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont exprimé tout leur soutien à l'Union sacrée de la nation, cette initiative du chef de l'État à laquelle adhère sans condition le révérend Anaclé Kabalo, représentant légal suppléant de la 30e CPECO de Mbujimaï,
Accueil favorable à l'union sacrée également de la part des notables du Kasaï, dont la délégation a clôturé avec le chef de l'État la 10e journée des consultations au Palais de la Nation. Pour le notable de cette province, l'union sacrée de la Nation est salvatrice pour le peuple congolais. Et à la Chambre haute du Parlement, le ministre d'État en charge de ressources hydrauliques a recueilli une multitude de questions en rapport avec la desserte en eau potable et l'électricité. Pour plus de sérénité, le ministre Eustache Mouanzi a sollicité et obtenu quelques jours pour prêter ses réponses. La question orale avec débat de l'honorable Mutombo Mbwebwe adressée au ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, Eustache Mouanzi, sur l'insuffisance de la desserte en eau potable sera transformée en interpellation. C'est là la conclusion de l'honorable Mutombo à la plénière de ce vendredi 13 novembre 2020, présidée par l'honorable Alexis Tambo Mwamba. L'auteur de la question orale avec débat a estimé que les réponses du ministre d'État n'étaient pas convaincantes. Les ministres répondaient à un chapelet de questions des sénateurs sur la politique du gouvernement sur la desserte en eau potable et en électricité dans les différentes provinces. Dans le budget 2020, tout comme dans le projet de budget 2021, les investissements sur transfert vers les provinces et les entités territoriales décentralisées sont encore trop faibles et n'intègre pas le secteur de l'eau potable, ce qui ne permet pas aux provinces de jouer pleinement le rôle de maître d'ouvrage, leur reconnu dans la nouvelle loi sur l'eau, en vue de favoriser une plus grande accessibilité de la population à l'eau potable avec la participation du secteur privé. Il a saisi l'opportunité pour confirmer à la population quinoise pour les dispositions prises pour éviter la coupure d'eau et d'électricité au mois de décembre. Le peuple peut être rassuré, il n'y aura pas rupture de fourniture ou de desserte en eau. La constitution de la commission de conciliation et d'arbitrage a été reportée suite à l'absence de quelques membres. Auparavant, l'honorable Ziaka a déploré l'insécurité au Nord Kivu qui a coûté la vie au fils Ngezayo. Lorsque la criminalité devient un phénomène répétitif, général, une monnaie courante, il y a de quoi continuer à dénoncer cela et exiger du gouvernement que des mesures appropriées soient prises. Le peuple congolais ne mérite pas cela. Il mérite une vie paisible, dans la paix, dans la sécurité, tant pour leur bien que pour leur intégrité physique. Deuxième étape de la mission du vice-ministre de Ressources hydrauliques dans le Grand Katanga, après Likasi, Papi Punguluamba a visité la centrale hydroélectrique de Boussanga. Boussanga, c'est à Kolwezi, nous fait dire Mireille Ndeke. Le chef de l'État tient à l'amélioration de la desserte en énergie électrique au bénéfice des Congolais, poursuivant son périple dans le Grand Katanga sur ordre du Premier ministre. Le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, après Likasi, a visité la centrale hydroélectrique de Boussanga, Kolwezi, en pleine construction, il y a de cela 3 ans. Au cours d'une séance d'explication, Papi Punguluamba s'est imprégné de tous les axes du projet, avec à ses côtés le ministre provincial de l'énergie, Patrick Akwata, et son collègue de l'environnement, Alain Kantsenga, ainsi que d'autres responsables de la SNEL SA. Juste après, viendra le moment de la visite de ce grand chantier qui se réalise dans le cadre de la coopération sino-congolaise, projet exécuté par la société sino-congolaise de mines, Sicomine, avant d'autres abonnés. Cette gigantesque centrale, dont le coût global est évalué à 656 millions de dollars américains, a une capacité de 240 MW. Papi Punguluamba est rassuré de l'évolution de travaux. On sent la volonté des partenaires. Nous avons échangé avec les responsables, ils nous ont posé des problèmes concernant les titres miniers et ainsi qu'au niveau de l'autorité de régulation, qu'il faut que les négociations reprennent pour qu'ils aillent au niveau des discussions dans les contrats de concession de transport. Je crois que ça relève effectivement de notre compétence, mais aussi de notre collègue de mine. Nous ne ménagerons aucun effort pour que cela soit fait. Il s'est de noter que la centrale de Boussanga sera mise en service au 2e semestre de 2021. Nous l'avons dit en titre, le stade de Martyr accueille demain le match République démocratique du Congo-Angola. Et pour un match de nuit, il faut de la lumière. C'est ainsi que le directeur général de la SNEL est allé visiter les installations électriques de ce stade. Edith Chala, reportage. Des occupations des parcelles qui ne tiennent pas compte des emprises et servitudes SNEL sur ces lignes sont illégales et punies par la loi. Ici à Sendoué par exemple,
des câbles souterrains soumis à une humidité permanente ont électrocuté un agent SNEL. La cause de ces perturbations, c'est parce que les gens ont construit sur les câbles. Vous voyez ici, par exemple, on a jeté de l'eau des climatiseurs, même les toilettes, tout ça. C'est au-dessus des câbles en permanence. Donc ça va pourrir, entrer dans le câble et créer des défauts. C'est ce qui est arrivé hier. Notre agent qui est venu intervenir a reçu un coup de canon et actuellement il est en soins intensifs à l'hôpital à cause de ces circonstances. Donc nous sommes en train de prendre des dispositions. Le gouvernement a pris aussi des dispositions pour appuyer la SNEL afin de résoudre ce problème d'empiètement de servitude. Le directeur général de SNEL, Jean Bosco Kayombo, s'est aussi rendu au stade des Martyrs où se jouera de nuit le match Léopard de la RDC et Palancas Negras d'Angola. Question d'analyser la disponibilité du courant électrique ce samedi. Accueilli par Yves Kambala, administrateur du stade des Martyrs, le tour des installations électriques a été fait et il y a lieu de rester serein. Nous pouvons être fiers d'avoir un DG qui est sur le terrain, tâter des doigts tout ce qui se passe. Ce n'est pas donné à tout le monde et bon, je crois que c'est une fierté pour nous. Et le public est rassuré aujourd'hui qu'il y aura match et ça va se passer dans de bonnes conditions. SNEL, qui doit donner l'électricité pas seulement au stade de Martyrs, mais sur l'ensemble de la ville et du pays, a encore du chemin à parcourir. République démocratique du Congo, République sud-africaine, vers la finalisation du projet Grand Inga. Les deux pays s'engagent à finaliser ce projet et les deux parties ont pris note des avancées significatives dans les négociations irrélatives. Envoyé spécial en Afrique du Sud, Gina Wabiwa. Les consultations ministérielles entre la République sud-africaine et la République démocratique du Congo donnent déjà des fruits. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Marie Tombanzeza, a pu obtenir la relance du projet Inga. Au cours d'une réunion ce mercredi 11 avril 2020, la République sud-africaine, par son ministre des Ressources minérales et de l'énergie, a exprimé son intérêt sur les projets Inga. Les deux délégations se sont convenues sur l'organisation très prochaine, durant la première semaine du mois de décembre de cette année, d'une réunion technique conjointe élargie au consortium unique. Présent à cette réunion, Bruno Kapandji-Kalala, chargé des missions au niveau de la présidence en ce qui concerne les projets Inga, donne de l'éclairage. Le premier bénéficiaire de l'énergie de Inga 3, ce sont les Congolais. C'est la population congolaise et l'industrie congolaise. La population congolaise, on leur donne cette énergie pour arrêter avec le déficit et le délestage. Et il y a la demande qui augmente. On prévoit aussi fournir plus pour que la demande congolaise des populations soit satisfaite. Pour information, c'est depuis 2017 que les réunions techniques au niveau des experts se sont arrêtées et c'est ce qui a pu retarder l'avancement du projet. La première dame de la République démocratique du Congo est engagée à réhabiliter le centre féminin Maman Mobutu dans la commune de Limete. Les travaux de réhabilitation ont démarré. Ce centre va servir de cadre pour autonomiser de milliers de femmes et de jeunes filles congolaises. C'est un récit de Naïcha Kiala. Ce qui hier n'était encore qu'un projet chiffré passe désormais à l'étape de chantier pour une durée d'au moins 6 mois. Longtemps resté à l'état vétuste, le centre féminin Maman Mobutu va bientôt reprendre des couleurs. Après plusieurs mois de mobilisation de ressources, de planification et d'études de faisabilité, la première dame de la République vient de donner officiellement le coup d'envoi des travaux de réhabilitation du centre. Une détermination de l'épouse du chef de l'État de rendre la femme congolaise autonome par la formation et l'apprentissage au métier. Il y a 11 bâtiments actuellement dans un état de délabrement très avancé. Il y a même un qu'on nous serons obligés de détruire complètement et de refaire un autre bâtiment. Donc nous allons faire la réfection de ces 11 bâtiments. À côté, il y a aussi les travaux de drainage des eaux de pluie. Les travaux, nous les avons évalués à 3,8 millions de dollars. Et jusque-là, nous avons déjà réussi à réunir 1,1 million $, qui nous permet de lancer aujourd'hui cette première phase qui aura pour mission la réhabilitation de 4 bâtiments principalement.
Redorer l'image et la réputation de cette structure d'encadrement et de prise en charge des femmes et jeunes filles, l'initiative de la présidente de la Fondation, Denise Nyakeru Tshisekedi, redonne de l'espoir. C'est un sentiment de joie profond que nous ressentons parce que, comme vous venez de le dire, ça fait autant d'années, le centre n'a connu aucune réhabilitation, aucune rénovation. Donc pour nous, nous rendons grâce à Dieu pour le fait d'avoir touché les cœurs de la Première Dame, qu'elle vienne nous aider, nous secourir par rapport à notre cri de détresse lancé à travers les médias. Exécuté par un réseau d'entreprises spécialisées dans la construction et le montage électromécanique, ces travaux de réhabilitation seront effectués en plusieurs étapes sur une durée d'au moins 24 semaines. Nous sommes l'entreprise qui est retenue pour faire le lot 4, qui consiste à faire l'assainissement du milieu de la concession. Nous avons été attributaires du lot 1. On va réhabiliter 2 bâtiments là, à l'école primaire et l'école maternelle. Un projet rendu possible grâce à l'appui de plusieurs partenaires. La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi reste ainsi ouverte à tous ceux qui partagent ses valeurs, celles de l'émergence de la femme. Remettre à neuf ce lieu où plusieurs femmes et filles y ont jadis trouvé refuge et à la fois pour Denise Nyakeru Tshisekedi, l'accomplissement de sa vision, mais aussi un bel hommage à rendre à son initiatrice, Marie-Antoinette Mobutu. Allez, nous prenons la direction du Congo central. On va vous parler de la réhabilitation du tronçon compris entre Sonabata et Kola, long de 60 km. Travaux exécutés par une entreprise chinoise avec un coût global évalué à près de 27 millions de dollars américains. Commentaire Betty Amani. Long de 60 km, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1, tronçon compris entre Sonabata et Kola dans le Congo central, touche à leur fin. Une délégation mixte venue de Kinshasa, composée du ministère des Infrastructures et Travaux publics, de l'Office des routes et de l'Agence congolaise des grands travaux, est descendue sur les lieux pour une réception provisoire de cet ouvrage auprès de l'entreprise chinoise CEFEC qui a exécuté les travaux. Bien avant la réception, la délégation a inspecté dans la moindre détail tous les travaux exécutés pour s'assurer de leur qualité. La commission ad hoc a procédé en premier lieu à la reconnaissance des ouvrages exécutés par inspection visuelle et vérification physique sur l'ensemble d'ouvrages en vue de constater les malformations éventuelles. Pour un coût global évalué à plus de 27 millions de dollars américains, les travaux de réhabilitation consistaient à l'élargissement de la chaussée, à la réalisation des travaux d'installation et repli de chantier, au dégagement de l'emprise et de la plateforme, à l'assainissement et au dragage, ainsi qu'à la signalisation et équipement. Les managers de gestion de projet de l'Agence congolaise des grands travaux, Georges Kazad Matang, a invité les usagers de la route à bien protéger cet ouvrage à travers un comportement responsable. Il s'agit d'éviter de réparer les véhicules sur la route au risque d'impacter négativement la chaussée, mais aussi les mauvais stationnements des véhicules qui détruisent les parois des caniveaux. Et puis la rentrée judiciaire à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, c'était hier. Les hommes de loi sont appelés à bien dire le droit, rien que le droit, pour ne pas ternir l'image de la justice. Luxon Kabbalah nous en parle. La salle d'audience de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a servi de cadre à l'émouvante cérémonie de la rentrée judiciaire exercice 2021 en présence du vice-ministre de la Justice, Bernard Takaiche. 3 exposés, riches en informations, à contenu lié au sujet d'actualité de l'ère en République démocratique du Congo, ce qui a permis la compréhension de l'assistance face aux réalités contemporaines dans notre pays. Le représentant du doyen des bâtonniers, Maître Tchei Achei, s'est apaisanti sur le magistrat et l'état des droits, enjeu de la consolidation dont le magistrat en est l'artisan. La rentrée judiciaire, elle est non seulement pour la Cour et le parquet général, mais aussi pour le barreau. Le magistrat et l'état de droit. Un état de droit dans lequel vous, juges, vous, magistrats du parquet, vous avez un rôle prépondérant à jouer. Vous êtes même l'artisan de cet état de droit. Parler de l'état de droit est devenu un slogan, mais nous devons éviter que ce soit un slogan creux, un slogan vide, l'évoquer en fait sans l'appliquer.
Le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Lutakama Diboner, s'est attardé sur les fonctions d'instruction et des poursuites. Les effets néfastes des privilèges, des juridictions et surtout des immunités pénales deviennent plus nocifs dans un État jeune démocratie, si fragile, dans lequel les dépositaires de la puissance publique ont tendance à se comporter comme des monarques et dont les actes commis demeurent impunis pour la plupart des fois. Le premier président de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Aimé Ilunga Chamakeji, a pour sa part évoqué la défense des décisions exécutoires sur minute. Les défenses à exécution des décisions exécutoires sur minute. Les avocats en savent quelque chose. L'intérêt comme l'actualité du sujet se justifie par le fait que, depuis l'entrée en vigueur en République démocratique du Congo du droit de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA en sigle, son application dans certaines de ses dispositions, comme nous avons eu à les stigmatiser dans notre discours d'investiture, dont celle de la suspension d'un jugement ou d'une ordonnance exécutoire sur minute, ne cesse de poser problème d'un côté à propos de la suppression ou du maintien de certaines règles nationales et de l'autre au sujet de la portée juridique de la décision exécutoire sur minute. Enfin, le mot de reprise des activités judiciaires en République démocratique du Congo a été prononcé solennellement par le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. En visite de travail dans le Haut-Katanga, la ministre d'État en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale a salué les avancées enregistrées dans la formation professionnelle malgré la pandémie à coronavirus. Nenen Koulou invite les responsables à beaucoup plus d'ardeur. Robert Ndaïchi Sensei nous fait le point à partir du Haut-Katanga. Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, jeudi 12 novembre 2020. La ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Nene Nkoulou, entame sa tournée de travail qui la conduira au Olomami, Lualaba et Malemba Nkoulou. Lubumbashi constitue la première étape. Ce vendredi 13 novembre 2020, c'est une journée très chargée pour la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, qui démarre par le gouvernorat du Haut-Katanga. Avec le vice-gouverneur Jean-Claude Kifwaki, la ministre d'État fait le tour d'horizon de la situation sécuritaire dans la province du Haut-Katanga avant de dire au gouverneur l'objectif de sa mission. Une mission qui consiste à faire respecter la législation dans le monde du travail. Je vais contrôler les entreprises qui veulent licencier, qui ont demandé formellement de licencier les travailleurs. Savoir pourquoi, est-ce que c'est opportun de mettre au chômage les travailleurs. Aussi, on va regarder les étrangers, le nombre d'étrangers dans les entreprises. La visite de courtoisie au gouverneur de province terminée, le cap est tourné vers l'Institut national de préparation professionnelle. Nene Nkoulou est accueilli par le directeur provincial de cet établissement, moteur de la formation professionnelle en République démocratique du Congo. C'est le directeur provincial, Boudi Boukadi, qui fait visiter la ministre d'État les différents départements. Tour à tour, la patronne de l'emploi visite les ateliers d'électricité, de mécanique, d'informatique et de télécommunications, sans oublier les laboratoires et les salles de formation. Une visite de travail qui a permis à la ministre d'État de comprendre que la technologie évolue et avec elle, tout ce qui est lié à la formation professionnelle. D'où l'importance que le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba accorde à la qualité de l'enseignement et de la formation professionnelle. Vraiment, je suis très heureux de la visite, d'accueillir une si haute personnalité qui fait la fierté de la jeunesse, qui est de notre tutelle. C'est pour nous un grand honneur de la recevoir dans nos installations. Visite terminée, la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a tari d'éloges et encouragement au directeur provincial de l'INPP Katanga et son staff pour les travaux réalisés malgré les effets négatifs du coronavirus dans le monde du travail. L'INPP tient. Malgré cette pandémie, il n'y a pas eu d'arriéré de salaire, il n'y a pas eu arrêt de travail. Au site de Luvungi, en pleine construction, la ministre d'État a visité le salle de mécanique générale, des contrôles techniques et physiques. L'étude sur la représentation et l'influence des femmes congolaises en politique a été lancée par le ministre d'État, la ministre d'État en charge du genre, enfants et familles. Des avancées significatives sur le rôle de la femme dans les instances de prise de décision ont été révélées. Reportage Yvette Makuntima.
Leur rôle au sein de la communauté n'est plus à démontrer, mais le goulot d'étranglement reste la représentativité dans des cercles de prise de décision. L'étude sur la représentation et l'influence des femmes en politique, lancée par la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Lomé-Atilité, apporte un éclairage sur cette observation. L'ambassade de Suède, engagée aux côtés du gouvernement pour inverser cette courbe, s'est montrée optimiste quant à la participation de la femme dans la sphère politique. Nous devons donc changer notre discours et proclamer haut et fort que le peuple congolais veut des femmes en politique et des femmes dirigeantes et que les femmes, en particulier les jeunes femmes, veulent se lancer en politique. Si l'on peut parler en termes d'avancée, la palme revient au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication dans la valorisation du savoir féminin, a reconnu la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille. Moi, je voudrais que lors des prochaines échéances électorales, que nous soyons pragmatiques. Le renforcement des capacités, bien sûr, mais nous devons accompagner les femmes congolaises dans tous les aspects, puisque ça fait quand même plus d'une décennie que la parité est consacrée dans notre constitution. Il faudrait que ça devienne une réalité. Les corps diplomatiques et autres invités ont eu l'honneur de recevoir les explications sur cette étude sur un support en dur couché dont la distribution est assurée par les équipes de l'ONU Femmes. Vous avez certainement fait ces constats avec nous. Le phénomène Kuluna a élu domicile dans la ville de Kinshasa et aussi dans des provinces. La conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de lutte contre les violences faites à la femme et le général commissaire provincial de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, tape du poing sur la table. Il faut tout faire pour éradiquer ce phénomène. Une occasion pour la conseillère spéciale du chef de l'État de présenter ses civilités au général Silvano Kasongo pour un travail de titan qui jusque-là produit des fruits avec notamment la revue en baisse des kidnappings opérés à bord des taxibis communément appelés Ketch. Selon Chantalier Lumulop, la solution idoine a déjà été trouvée pour mettre fin définitivement au phénomène Kuluna. Elle salue toutefois l'opération Kifakio, balai lancée par le général Silvano Kasongo, contribuant à mettre hors état de nuire ces malfrats qui tuent et pillent sans froid les paisibles citoyens quinois. Il faut donc continuer avec cet élan de la réinsertion des Kanyama-Kasese pour une bonne récupération de ces derniers afin de les intégrer dans une vie nouvelle. Tous ceux-ci contribueront au développement du pays. Je suis venue rendre visite au général Kasongo pour le féliciter premièrement pour avoir arrêté 900 Kuluna qui se trimballent ici à Kinshasa et qui commettent beaucoup de crimes, et aussi pour pouvoir les envoyer du côté de Katanga pour le bon travail qu'il a mis en place avec son homologue, l'autre général Jean-Pierre Kasongo au service national. Et aussi, je suis aussi venue le féliciter surtout pour la violence faite à la femme. Ça fait depuis un an, depuis ma nomination, que je travaille de près avec le général Kasongo. À chaque fois qu'une fille se fait kidnapper dans un taxi, directement, ces filles-là qui me contactent, directement, je contacte le général Kasongo qui mène des enquêtes. Et les consultations initiées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visent la paix et l'unité nationale. Le membre de M17, ce parti avant-gardiste dans la libération, avec Mzee Laurent Désiré Kabila, membre du Front commun pour le Congo, qui ont un nouveau siège sur l'avenue Kabinda, appelle les hommes politiques à se serrer le coude pour un Congo meilleur. La paix, seul facteur pour atteindre les objectifs communs qui pourront, dans la finalité, poser les jalons d'un développement durable. Le M17 qui s'inscrit dans la lignée des patriotes et héritier idéologique de Mzee Laurent Désiré Kabila prône la cohésion nationale et les bien-être collectifs. Le M17, membre du FCC, parti avant-gardiste dans la marche vers la libération, salue l'initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les consultations qui ramèneraient la paix, l'unité et la cohésion nationale. Le message que je peux lancer aux politiciens, c'est un message de paix. Laissons d'abord nos divergences politiques. Laissons d'abord nos intérêts. Nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de tout mettre en œuvre pour que le Congo aille de l'avant. Nous devons avoir les soucis de la population. Laissons d'abord nos intérêts de côté. Donc regardons d'abord la population qui est en train de peiner, qui est en train de crever.
Cette vision de paix doit être portée par des structures crédibles. Ces hommes épris de paix et d'amour tiennent à s'investir dans la restauration de la paix sur toute l'étendue du territoire national pour un Congo fort, uni et prospère. Nous allons voir comment nous allons collaborer, comment nous allons travailler pour que nous puissions viser cap vers 2023. Ces compatriotes façonnés par la volonté d'être le socle de l'unité nationale que prône le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, placent leurs espoirs dans la refondation de la paix. Le nom du nouveau secrétaire général du parti Lumumbiste unifié Palou est connu. Il s'agit de Willy Makiashi. C'est à l'issue du congrès organisé au centre Nganda où tous les membres de Palou, du moins les responsables de Palou venus de province, sont venus en congrès. Ils sont venus de toutes les 26 provinces de la RDC et de la diaspora. Objectif, participer au deuxième congrès électif du parti Lumumbiste unifié. Question de doter ce parti cinquantenaire des nouvelles autorités légales et légitimes après la disparition du secrétaire général et chef du parti, feu le patriarche Antoine Gizenga, et de celle de son intérimaire Gizenga Lugui. Les membres du bureau politique, les secrétaires provinciaux de toutes les provinces, cela le corps électoral conformément au statut. Avant de passer au vote, le secrétaire général intérimaire Sylvain Gabou, à qui revenait la charge de conduire les partis au Congrès, parle d'une mission accomplie. Envie d'honorer la mémoire des pères fondateurs de notre parti cinquantenaire, dont l'histoire se confond presque avec celle de notre pays. Mon grand souhait est celui de voir se dérouler dans un climat de camaraderie, de solidarité, de paix et de concorde. Ainsi donc, à l'issue du vote de ce 11 novembre 2020, au centre Nganda de Kinshasa, l'honorable Willy Makiashi a été élu secrétaire général et chef du parti Lumumbiste unifié, maître Didier Mazenga Mukanzu, élu premier secrétaire général adjoint. Le sénateur Justin Kilouba, élu deuxième secrétaire général adjoint. Le nouveau secrétaire général et chef du parti Lumumbiste unifié, le professeur Willy Makiashi, se veut rassembleur et en appelle à la cohésion de tous. Nous sommes dans la traversée du désert pour la terre promise. Nous nous devons de remercier notre autorité morale. Parce que lorsque mourut le patriarche Antoine Gizenga, il ne nous laissa pas dans la rue. Vous le savez très bien que l'un de nous qui pilotait déjà les bateaux des nationalistes, son Excellence Joseph Kabila Kabange, est celui qui coalisa avec le patriarche Antoine Gizenga, vous le savez, pour relancer les processus de démocratisation de la République démocratique du Congo. Auparavant, il a été procédé à la présentation de toutes les délégations, celles des provinces, de la diaspora, ainsi que les invités et autres partenaires du parti. Kangeya, à près de 70 km de Kolwezi, nous sommes là dans le Lualaba, sera doté des infrastructures scolaires et sanitaires modernes. Promesse ferme de Madame le vice-gouverneur Fifi Masuka qui s'y est rendu. Commentaire José Baitombo. Le développement du Lualaba, une préoccupation majeure du gouvernement provincial. La présence du vice-gouverneur Masuka Saini Fifi ici à Musoka Watanda, dans le territoire de Moussamba, illustre davantage l'intérêt qu'accordent les autorités de la province à l'épanouissement de leurs administrés. Administrés qui lui ont d'ailleurs réservé un accueil chaleureux. Au cours de cette itinérance dans les profondeurs du Lualaba, au village Moulomena, le chef coutumier ont témoigné soutien et amour à Fifi Masuka, fille du terroir. Nous sommes très ravis de te revoir chez nous. Et c'est chez vous. Que Dieu te bénisse. Bienvenue sans toilette. D'ailleurs, l'habit que je porte, c'est ton œuvre. Poursuivant son safari, le vice-gouverneur du Lualaba a pris la direction de Kangeya, où différents chefs coutumiers de cette entité administrative l'attendaient afin d'échanger sur le point essentiel du développement du Lualaba. Dans sa gibecière, Masuka Saini Fifi a ramené quelques présents constitués de vivres et autres cadeaux remis aux chefs coutumiers.
Je me sens vraiment fier aujourd'hui d'être chez nous. Que Dieu nous garde tous et nous bénisse. Merci à vous tous. Ces derniers n'ont pas caché leur satisfaction. Songez à nous de venir nous voir. Tout ce que vous avez fait pour nous, que Dieu continue à vous élever et vous protéger davantage. À Kangeya, écoles et centres de santé seront construits sur initiative du vice-gouverneur. Ce village est situé à environ 70 km de la ville de Kolwezi. La communauté Téké de la République démocratique du Congo plaide pour une reconnaissance des institutions afin d'avoir une loi de propriété terrienne. Et parmi les personnalités à cette rencontre, on a pu remarquer cet octogénaire, descendant du roi Ngaliema qui a célébré ses 80 ans. Ngantier veut simplement dire propriété terrienne. Le peuple Téké, un grand d'Afrique, d'où l'espace s'étend entre la République démocratique du Congo, le Congo-Brazza, le Gabon, le Tchad et autres, cherche à s'affirmer, d'où une réflexion sur la conférence internationale de l'identité Téké. L'occasion était propice. L'un des descendants, d'arrière-petit-fils du roi Ngaliema, celui-là même qui a accueilli le colon et a financé le voyage d'Estalais, Joseph Bissalou, patriarche, doyen de la communauté Téké de la RDC, a été honoré pour ses 80 ans. C'est octogénaire. Parmi les sages de la communauté Téké de la RDC, né vers les années 40, a vu sous ses yeux le colonisateur, mieux les péripéties de l'indépendance du Congo. Je suis heureux pour ce geste. Je manque de mots. Je suis un témoin oculaire de nos grands-pères, les premiers habitants de Kinshasa. Les 80 ans, derrière ça, c'est la sagesse, l'intelligence, c'est le savoir-faire, le savoir-être et bien d'autres vertus cardinaux. Éparpillée, la communauté Téké s'engage à soutenir les consultations, mais plaide aussi pour une reconnaissance institutionnelle à travers une législation, car le droit des terres est inaliénable et indéniable. L'enseignement spécialisé, notamment celui des enfants présentant des troubles psychiques, nécessite un appui du pouvoir public. L'école Les Amis de Daniel a organisé une soirée caritative de la collecte de dons. Cédric Kenina, reportage. Partager la douleur, partager l'expérience dans la prise en charge des enfants autistes, on y trouve réconfort et on s'est dit, c'est possible leur insertion sociale. Moins sont ces écoles spécialisées qui prennent en charge ces enfants qui nécessitent l'attention de toute la communauté. En présence du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poi, de la conseillère du chef de l'État de la jeunesse, genre, enfants et famille Chantal Moulop, l'école des Amis de Daniel a initié une soirée caritative pour venir en aide aux enfants trisomiques encadrés et qui suivent un enseignement particulier. Les enfants autistes et trisomiques font partie de notre prochain, surtout que le véritable amour consiste et donner l'attention meilleure de soi-même à ceux qui ont vraiment besoin. Fort une expérience avérée, en la matière, nous sommes porteurs d'un message d'espoir et de réconfort au milieu des familles, des parents autistes trisomiques. Ne le dédaignez pas. Certes, ils présentent des anomalies physiques et mentales qui semblent insupportables à vos yeux, mais ils sont capables d'accomplir des miracles si seulement vous leur accordez la chance de trouver une place. Juste une petite place au sein de la communauté humaine, puisqu'ils sont des êtres vivants. Les Amis de Daniel comptent une centaine d'enfants présentant des troubles psychiques et eu égard à la forte demande, elle fait appel aux bonnes volontés et à l'État congolais. Le 14 novembre, ce demain, et l'humanité va célébrer la journée du diabète. En prélude de cette journée, une conférence a été organisée par vidéoconférence, donc, avec l'expertise de diabétologues et sportifs, nous fait dire Rodépanda. Le diabète, une maladie provoquée par l'augmentation anormale de la glycémie avec un taux élevé de sucre dans le sang. Le diabète, une pathologie caractérisée par l'hypoglycémie chronique, liée à l'incapacité du pancréas de produire de l'insuline.
une maladie non transmissible. Elle est dangereuse et tue silencieusement. Elle est un problème de santé publique en RDC. Le 14 novembre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale du diabète. À l'occasion, une matinée scientifique de réflexion et de sensibilisation par visioconférence a été organisée avec l'expertise du docteur Willy Mukendi, spécialiste diabétologue, et le coach Ibengue. Le premier orateur, le docteur Mukendi, s'est plus apaisanti sur la prévention et les diagnostics précoces, seule manière d'éviter et combattre le diabète. Parmi les facteurs de risque, nous avons l'âge avancé et qu'il faille déjà, à partir de 30 ans, chaque fois faire un diagnostic, contrôler sa glycémie et essayer de se prendre en charge s'il y a déjà un danger de ce côté-là. Pour le coach Ibengue, le sport est un élément essentiel pour se préserver du diabète. En République démocratique du Congo, on n'a pas encore connu de cas de joueurs diabétiques, a-t-il martelé. 3 à 4 fois de sport par semaine, c'est déjà un remède, a-t-il ajouté. Dans le cadre de la lutte contre le diabète, en RDC, le centre de santé Elonga a bénéficié de la générosité de Ecobank RDC qui a remis un lot important de médicaments, une façon pour cette firme bancaire d'honorer sa journée des œuvres sociales en faveur de la communauté. Cette année, on a choisi de participer à la lutte contre le diabète. Vous le savez, dans nos communautés autour de nous, nous avons des parents, des amis qui souffrent du diabète. Au cours de nos journées Ecobank, je vous offrir ce don de produits qui, en fait, est symbolique, mais qui permet de marquer aussi notre lutte à vos côtés contre le diabète. Pour rappel, 92% des diabétiques en RDC sont des personnes âgées. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Un journal que nous dédions aux léopards de la République démocratique du Congo qui vont croiser les bottines avec les Palancras Negras d'Angola ce 14 novembre 2020 au Stade du Martyr. Le match de demain entre la République démocratique du Congo et l'Angola comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021 a un enjeu de taille pour les poulains de Christian Sengibiembe, obligés de s'imposer à domicile s'ils veulent rester en course pour la qualification finale. Minuit, retrouvez Georges Frédéric Djibou. Bonsoir.